Dans un instant, nous pénétrons dans un des lieux les plus secrets de la République. C'est une résidence qui est dans le château de Versailles. Elle s'appelle La Lanterne et notre consoeur Émilie Lanaise Dupoint a eu beaucoup de mal à obtenir des renseignements et des anecdotes. Elle a réussi son travail d'investigation. La garçonnière de la République aux éditions Grasset, c'est croustillant, c'est savoureux. Ça en dit long aussi sur des privilèges de la République qui continuent. Et on en parle maintenant sur RMC numéro 23. Les GG, les grandes gueules en direct sur RMC, en direct sur numéro 23 avec aujourd'hui Marianne Souvré qui est avocate, Didier Giraud qui est agriculteur et Karim Zeribi, président de l'Agora des dirigeants France-Algérie. Ils sont avec nous. Mesdames et messieurs, c'est le moment d'accueillir notre GG du jour. RMC, la grande gueule du jour. Et notre GG du jour est une consoeur du Point. Elle s'appelle Émilie Lanaise et elle vient et on a fait de ce livre un livre grande gueule avec un livre ô combien croustillant, savoureux et qui fourmille d'informations et d'anecdotes sur l'un des lieux les plus secrets de la République. Il s'agit de la résidence de La Lanterne. Le livre s'appelle La garçonnière de la République et c'est aux éditions Grasset. Bonjour. Bonjour. Bonjour Émilie. Bonjour. La Lanterne, c'est une résidence d'État qui pendant des années, était la résidence du Premier ministre, une sorte de résidence secondaire installée dans le parc du château de Versailles. Et puis Nicolas Sarkozy, vous le racontez, a décidé que cette résidence, désormais, ça serait pour le président. Et d'ailleurs, François Hollande a trouvé ça que c'est une très bonne idée. Et donc, depuis 10 ans, c'est la résidence du président, sa résidence secondaire. Mais c'est une résidence totalement méconnue des Français. Pourquoi et qu'est-ce que vous avez découvert en enquêtant sur La Lanterne ? Alors c'est une résidence méconnue et tout est fait pour que cette résidence reste méconnue. C'est un secret d'État, c'est un caprice d'État et c'est, je pense, une citadelle interdite. C'est un endroit à propos duquel il est interdit de poser des questions, mais même des questions de base. Il y a à l'Élysée un service qui s'appelle le service des résidences présidentielles et quand on appelle pour avoir des renseignements sur La Lanterne, de savoir les choses basiques, quels sont les meubles, combien ça coûte, on vous explique qu'on ne pourra jamais vous répondre. Quand on va sur le site de l'Élysée, dans lequel sont listées toutes les résidences officielles du président de la République, elles sont toutes citées, sauf La Lanterne. La Lanterne, c'est un lieu qui n'existe pas. C'est un lieu qui ne figure pas dans les plans du château de Versailles. C'est un lieu dans lequel celui qui a été maire et député de Versailles pendant 30 ans n'a jamais mis les pieds. L'actuel maire n'y est jamais allé. Le préfet n'y est jamais allé. C'est un lieu dont tout est fait pour que le secret demeure. Et j'ai eu beaucoup de difficultés à obtenir des renseignements officiels. Heureusement, j'en ai obtenu beaucoup d'autres, mais on ne peut pas poser de questions à ce sujet. Alors, même quand on y fait des travaux, par exemple, parce que c'est nécessairement, il faut l'entretenir. Alors, il y a des travaux. Alors, les travaux, il n'y a pas d'appel d'offres, il n'y a pas de marché public, il n'y a pas de déclaration de travaux. Tout se fait comme ça. Et d'ailleurs, très compliqué de savoir qui paye. Parce que cette résidence, non seulement elle est secrète, mais autour de ses finances, c'est extrêmement compliqué. Certains travaux payés, enfin bon... Alors, dans cette lanterne, il s'en passe de belles. Vous dites, à la lanterne, les plus hauts responsables de notre pays dansent, dînent, s'amusent, nagent et bronzent. Il s'en passe des belles, à commencer par les amis de Thomas Hollande, le fils du président, qui va régulièrement passer un week-end à la Lanterne. Alors le président est là, son fils est là, les amis, et tout le monde a l'habitude de se servir. Et rappelons que le personnel qui travaille à la Lanterne est un personnel d'État. Tout cela, c'est de l'argent public. Oui, alors François Hollande n'a pas de résidence à lui. Enfin, il en a une à Mougins, mais il la partage avec Ségolène Royal. Comme vous savez, tout ça est un peu compliqué. Et la Lanterne, c'est très commode. C'est 30 minutes de Paris. On y arrive rapidement. Et puis, ce qui est très commode aussi, c'est qu'il y a une piscine et il y a 5 personnes à demeure envoyées par l'Élysée. Donc, un cuisinier, un maître d'hôtel. Bon. Donc François Hollande y va énormément, beaucoup plus qu'on ne dit, et il y reçoit ses enfants. C'est le seul lieu où il peut recevoir ses enfants tranquillement. Et les enfants sont grands, ils amènent des copains. En soi, c'est pas choquant. Je raconte simplement des scènes, voilà, qui sont surprenantes, où Thomas Hollande est là avec ses copains, et on est servi par les maîtres d'hôtel en livrée noire au bord de la piscine, les plateaux d'argent pour vous apporter l'orangeade entre 2 plongeons. Pendant que François Hollande travaille dans le salon. Et sur leur lit, le linge est prêt. Sur leur lit, le linge aux de armes Thomas de la Hollande et République, des amis, le on l'a linge tout aux prévu. armes de la République française. Et tout ça est prêt pour eux. Ils sont accueillis dans une résidence d'État avec tout le service de l'État. Et c'est simplement pour rester avec François Hollande.
c'est à la lanterne qu'on a essayé de se rabibocher et qu'on a isolé aussi Valérie Trierweiler au moment de la crise globale, la crise de couple entre François Hollande et Valérie Trierweiler. Oui, quand Valérie Trierweiler a été exfiltrée de la salpêtrière où elle se reposait quelques jours, c'est elle qui demande à être reçue à la lanterne. Alors pourquoi là on rentre un peu dans la psychologie? À mon sens, elle se disait, bon d'abord, elle aime beaucoup cet endroit, elle y a été heureuse. C'est difficile de ne pas l'aimer apparemment. C'est difficile de ne pas adorer cet endroit. Parce qu'il y a un parc magnifique. Parce qu'il y a un C'est parc Versailles, magnifique, parce que tout est fait pour que la vie soit extrêmement confortable. On est servi 24 heures sur 24, la piscine est chauffée 365 jours par an, la maison juste aussi. qu'on finisse sur Ce que je vais Valérie juste Trierweiler. dire, c'est que Valérie Trierweiler du temps. demande à y aller parce qu'elle se dit que si elle est là, elle est encore un peu dans le cœur de l'appareil et que si elle est là, peut-être encore elle pourra se rabibocher. Et c'est d'ailleurs là que vont avoir lieu toutes les négociations avec François Hollande qui ne négocie rien. Mais c'est là qu'il va venir la voir. Elle a aussi amené tous ses copains. Donc on dîne, on écoute de la musique. Quand François Hollande arrive, les copains s'exfiltrent d'eux-mêmes dans un café. Dès que François Hollande repart, les copains reviennent. Donc ils vont essayer de négocier là le compromis de répudiation. Les copains, parce que, en fait, c'est comme un hôtel finalement, parce que 5 étoiles. voilà, c'est un hôtel 5 étoiles. Et c'est vous qui payez. C'est nous qui payons cet hôtel 5 étoiles, mais la personne, c'est-à-dire le président de la République, utilise comme s'il était propriétaire de ce 5 étoiles. Il invite qui veut, ses amis, les amis des amis, et parfois des responsables politiques. Simplement sur Valérie Trierweiler, parce que ce qui est très intéressant, c'est là, effectivement, dans cette résidence que Valérie Trierweiler tente de se remettre de ce choc, de cette trahison de François Hollande. Et c'est là aussi que Julie Gaillet sera officialisée, entre guillemets, par ces photos prises. Alors, vous dites, on n'est pas sûr que ce soit vraiment volé, si c'était pas... Voilà, vous laissez entendre que peut-être qu'on était content que ces photos soient prises à ce moment-là, mais on voit dans le parc de la Lanterne, Julie Gaillet, François Hollande, le père de Julie Gaillet, et cette famille recomposée après l'épisode Trierweiler. Ce que je raconte, c'est qu'il y a, à propos des photos, il y a cette résidence, c'est une citadelle, c'est-à-dire qu'il y a des murs de ronde très épais, très hauts, il y a des caméras tous les 10 mètres, caméras infrarouges. Derrière les caméras, il y a un Algeco avec 3 policiers qui, 24 heures sur 24, enregistrent ce que donnent les caméras. Enfin, vous ne pouvez pas vous approcher du mur. Mais il y a à l'extérieur du mur, dans ce qui est le domaine du château, un seul arbre, qui donne directement sur la chambre du premier étage au milieu, qui est la chambre de l'hôte des lieux, donc le président de la République, maintenant et avant le Premier ministre. Cet arbre est très haut et cet arbre, le personnel de sécurité, la garde républicaine aujourd'hui, la CRS 1 avant, savent qu'il existe et savent que toutes les photos de paparazzi ont été faites depuis cet arbre. Cet arbre, on a décidé de l'y laisser. On aurait pu le couper. Pourquoi on décide de l'y laisser ? Parce qu'un arbre, là, tout seul, planté au milieu d'un champ, ça se surveille et ça se laisse approcher ou pas. Oh, puis il est écolo, Hollande, tout le monde le sait. Alors, Marianne et Didier. Moi, ce que j'aimerais comprendre, c'est pourquoi un tel secret ? Parce qu'on ne veut pas... Pourquoi est-ce que les présidents ne veulent pas répondre ? Est-ce qu'on ne veut pas qu'on sache qu'il y a un hôtel 5 étoiles qui est aux frais de la République à la disposition ? Ou est-ce qu'il y a un autre motif ? Et par rapport à ça, quand on nous dit les frais de l'Élysée, etc., est-ce que les frais de la Lanterne sont compris dans ce qu'on nous annonce comme étant les frais du président de la République, dans le budget de l'Élysée ou pas ? Parce que moi, j'aimerais savoir combien ça coûte tout ça. Alors, je vais vous répondre, il y a beaucoup de choses dans votre question. Pourquoi ce secret ? Alors moi, je ne suis pas paranoïaque, je ne suis pas complotiste et je ne suis d'ailleurs pas choquée que les présidents de la République et les premiers ministres disposent d'une résidence de villégiature. Ils ont un travail fatigant, ce lieu est très commode parce qu'il est à la fois très proche de Paris, très proche de l'aéroport de Villacoublay. Donc en soi, ça n'est pas choquant. Sur ça, d'ailleurs, on peut vous répondre. On pourrait répondre si nous ne vivions pas dans un système politique français qui, je pense, est encore plein de réminiscences de la monarchie. On le voit avec l'affaire Fillon. C'est-à-dire, on le voit avec l'affaire Fillon. On ne me répond pas parce que c'est dans les esprits que cet endroit, qui est un endroit qui échappe aux questions, fussent-elles légitimes. Et on ne répond pas aux questions les plus basiques. Mais on ne répond pas non plus au député René Dosière qui, 4 fois sous la Ve République, 4 fois seulement, mais 4 fois tout de même, et 4 fois lui seul, a essayé de poser des questions. Oui, tout seul, oui. C'est vécu comme un secret par ceux qui en disposent. Parce que la politique française est ainsi. On refuse de rendre compte. À la Lanterne, nos élus vivent comme des rois, et comme des rois, ils ne rendent pas compte. Alors, il ne s'y passe pas forcément des choses... Et même le président... Mais alors, quelle est la ligne budgétaire Alors, la ligne budgétaire, c'est très simple, voilà. Et c'est surtout extrêmement flou. La ligne budgétaire, c'est 260 000 euros. C'est 260 000 euros
Ça ne veut rien dire. Pour 5 Laissez-moi personnes. poursuivre. La question, ces 260 000 euros sont intégrés au budget global. Et ces 260 000 euros, on sait que c'est les charges du personnel, 2 personnes à demeure, mais ça n'est pas les frais de bouche, ça n'est pas les frais de sécurité, ça n'est pas le fleuriste, ça n'est pas celui qui vient nettoyer la piscine, ça n'est pas celui qui vient nettoyer les vitres, ça n'est pas celui qui vient nettoyer les tontes. Et donc, de ces 260 000 euros, c'est peu, mais ça ne veut rien dire. Ouais. Et quand on pose des questions sur le budget, on n'a pas de réponse, mais on n'a pas de réponse non plus pour savoir quels sont les tableaux accrochés au mur. On n'a pas de réponse non plus quand on demande à l'architecte du château de Versailles, qui a un droit de regard, parce que c'est sur le périmètre, l'histoire de la maison au XVIIIe siècle. Il vous fait répondre, enfin, il me répond que je dois aller voir le président de la République. Au XVIIIe, l'histoire de la maison au XVIIIe siècle est encore... L'architecte du château de Versailles me dit, voyez ça avec François Hollande. Et pourquoi ce monsieur fait ça ? Parce qu'il a intégré le secret. Parce qu'il a intégré que c'est un sujet inabordable. C'est un tabou, c'est une garçonnière. Une garçonnière, on n'y va pas. On ne sait pas où c'est et on ne sait pas combien ça coûte. Elle est mise à disposition aussi de personnalités étrangères ou elle est réservée aux amis et autres? Est-ce qu'on a des chefs d'État qui sont venus y passer? Oui, on a des chefs d'État étrangers qui sont venus. Nicolas Sarkozy y a réglé avec la crise de 2008, la crise financière de 2008 avec le Premier ministre britannique à la lanterne. Il y a eu d'autres chefs d'État sous Raymond Barre, dans une autre crise bancaire, très peu. Très peu. C'est vraiment l'endroit pour se reposer. C'est privé, quoi. C'est un endroit privé. Moi, j'ai d'abord une réflexion, puis après j'aurai une question. La réflexion, c'est que du coup, vous nous expliquez que donc du coup, les enfants des chefs d'État ont passé une partie de leur week-end là-bas. Je suis quand même très inquiet quand ils ont vécu ça, on va dire, à l'adolescence, que demain, s'ils embrassent une carrière politique, ils viennent nous expliquer et commencer toutes leurs phrases par nous dans la vraie vie, quoi. C'est quand même quelque chose qui me choque profondément qu'on puisse... Parce que voilà, les politiques nous assènent régulièrement à la première phrase de chaque discours, nous dans la vraie vie. Ça me gêne un peu qu'on ait passé ça à jeunesse là-bas. Et après, j'ai une autre question. J'ai une petite entreprise de viande. Est-ce que vous pourriez donner une carte à cet endroit que je puisse essayer de me placer aussi, pour vendre de la viande, quoi, du coup. Puisque comme les Français, toi. Tu es contre le clientélisme, mais tu aimes l'alimenter. Écoute. C'est très français. Qui justement fournit tout vient de l'Élysée, qui tout fournit la Lambert, on passé par l'Élysée. Frais de bouche, tout est géré par l'Élysée, toujours et discrètement de toutes les manières. Vive la monarchie républicaine. Hein. Oui, c'est-à-dire que l'occupant des lieux, en fin de semaine, voit avec son chef de cabinet, il dit ce week-end, nous serons 5, nous serons 10, nous serons 3, nous serons 4, et l'Élysée arrive avec des camionnettes la veille. On apporte les nappes, on apporte les fleurs, on apporte la nourriture, on fait tourner les cuisines. Alors, mais il y a des gens qui vivent derrière ça. 2 personnes c'est pas non plus... à demeure. Non, qui vivent de leur travail, quoi. Oui, comme à l'Élysée. Non, mais ils sont payés quand même, quoi. Les gens qui lavent les nappes, qui... Enfin, ils sont bénévoles. À un moment donné... C'est pas Tom Holland qui... Ce que je veux dire, c'est que c'est de l'argent public, mais ça entretient quand même un tissu économique. Mais le problème, c'est pas ça. Le problème, c'est le manque de transparence. Et puis, essayer de comprendre à quoi ça sert. Alors, il faut quand même rappeler que la lanterne, c'est au départ le Premier ministre qui doit en bénéficier, puisque c'est la résidence du Premier ministre. C'est ce qui a été décidé. Et puis, Nicolas Sarkozy, vous le racontez très bien, il n'est pas encore élu président. Il sait qu'il va être président et il a envie de récupérer la lanterne. Et donc, il fait tout, alors que c'est encore Dominique de Villepin qui est le Premier ministre. On est donc juste avant la prise de pouvoir de Nicolas Sarkozy pour faire en sorte qu'il puisse récupérer la lanterne. Ça, vous le racontez, c'est magnifique, c'est savoureux. Ils sont tous très soucieux aussi de récupérer la lanterne. Alors, Nicolas Sarkozy, il est sur le bateau de Vincent Bolloré, la Paloma, il a été élu depuis 3 jours, il n'est pas encore intronisé, il n'est pas officiellement président de la République. Et que fait-il sur la Paloma ? Entre 2 joggings et 2 plongeons, il passe des coups de fil avec beaucoup de frénésie à Bruno Le Maire, qui se retrouve, qui était à l'époque, comme vous le savez, le directeur du cabinet de Dominique de Villepin. Ouais. Et Bruno Le Maire se retrouve à devoir faire l'agent immobilier, à dire comment est la maison, si elle est bien. Et Sarkozy va mettre une pression dingue pour récupérer cette maison. Mais pourquoi ? Parce que les Sarkozy n'ont pas de résidence secondaire. Ça va pas très fort avec Cécilia Sarkozy. Cécilia Sarkozy, depuis longtemps, voudrait avoir une maison à la campagne. Je veux lui faire plaisir. Et Nicolas Sarkozy espère que... Bon, il a été élu président, ça n'a pas l'air de suffire. Il espère qu'en mettant à sa disposition cette très jolie demeure, elle pourrait rester là. Les choses vont se passer autrement. Justement, et la suite est à venir avec Émilie Lanez, la garçonnière de la République. Tout savoir sur cette résidence ô combien discrète
et secrète. Elle s'appelle La Lanterne. Le livre est aux éditions Grasset. Suite dans un instant. Et on vous fait pénétrer dans une garçonnière aujourd'hui dans les GG, pas n'importe laquelle, c'est la garçonnière de la République. C'est une résidence dont vous avez sûrement entendu parler, la résidence La Lanterne, qui est une belle demeure plantée au milieu du château de Versailles, mais qui échappe à toutes les règles et tous les contrôles de la République. Le livre est aux éditions Grasset, c'est une enquête de notre consoeur Émilie Lanez du Point. Autre anecdote. C'est une anecdote savoureuse également dans le livre. Cécilia Sarkozy s'ennuie. Son mari est président. Vous l'avez dit, ça va pas très bien dans le couple. Et un dimanche après-midi à La Lanterne, son mari, Nicolas Sarkozy, lui propose de s'impliquer dans la libération des infirmières bulgares qui, à l'époque, on est en 2008, sont retenues par le régime libyen, le régime de Kadhafi. Et vous racontez ce qui s'est passé entre Cécilia Sarkozy et le colonel Kadhafi. Oui, alors Cécilia Sarkozy va d'abord refuser. L'affaire est extrêmement compliquée. L'Union européenne s'en est mêlée. L'affaire n'est pas simple. Bon, finalement, elle décide de s'impliquer dans cette affaire. Et va être montée une opération à la fois secrète et assez courageuse, je veux dire, où Cécilia Sarkozy va partir avec Claude Guéant et... Squarcini, non ? Non, et Boris, son nom m'échappe à l'instant. Non, autre nom, c'est pas Boris grave. Boileau. Oui, non, enfin, c'est l'ambassadeur. Celui qui sera ambassadeur ensuite. Oui. Oui, c'est lui, oui, c'est ça. Boris Voilà. Boileau, ouais. Donc, ils partent en Libye pour exfiltrer les infirmières bulgares qui sont retenues en prison, qui étaient condamnées à mort, la peine commuée à perpétuité. Et le colonel Kadhafi demande à ce que Cécilia Sarkozy vienne traiter directement avec lui. Là, elle va être vraiment très courageuse parce qu'elle va descendre dans le bunker de Kadhafi. Il demande à ce qu'elle soit seule, qu'elle n'ait pas garde du corps. Elle descend dans un sous-sol, il n'y a pas de fenêtre, il y a des armes partout. Et le colonel Kadhafi va se montrer très empressé auprès d'elle. Et elle va devoir lui résister. Et là, je dois dire, de manière très courageuse, elle est seule, c'est la nuit, elle est enfermée avec ce type, il n'y a personne autour. Et voilà, il essaye de la toucher, il essaye de l'embrasser, elle négocie. Bon, et la nuit se passe, elle obtient gain de cause et elle réussit à sortir. Immédiatement, une voiture est envoyée, on libère les infirmières, on les fait monter dans l'avion. Voilà. Elle arrive à La Lanterne. Elle est épuisée, elle a à peine eu le temps de prendre une douche, et il y a donc un petit dîner qui s'improvise et elle raconte. Elle est vraiment fatiguée, ça a été une tension extrême, et elle raconte. Alors là, il faut imaginer qu'on est dans une petite salle à manger 18e, au mur des œuvres d'art de Fragonard, des chaises empire, une nappe blanche, de l'argenterie, la porcelaine de Sèvres, les maîtres d'hôtel, et Cécilia, ils sont 5 autour de la table. Et Cécilia raconte à son mari cette nuit d'épouvante. Elle raconte la libération, sa victoire. Et elle a son téléphone posé sur la table. Et le téléphone ne cesse de vibrer. Et Cécilia, parce que tout le monde se tait, tout le monde l'écoute, elle ne regarde pas son téléphone, elle éteint à chaque fois. Et le téléphone se remet à sonner. Elle éteint, et elle raconte, elle éteint, et elle raconte. Et le téléphone sonne 1, 2, 3, 4, 5, 6 fois. La 7e, elle a fini son récit. Nicolas Sarkozy a les larmes aux yeux. Il dit qu'il va faire décorer les officiers de sécurité qui ont pris ces risques. Genre, les officiers de sécurité dînent dans la cuisine. Et Claude Guéant approuve. Et là, le téléphone sonne pour la 8e fois. Et Cécilia décroche, met sur haut-parleur. Et là, dans la salle à manger de La Lanterne, on entend la voix du colonel Kadhafi qui dit « Cécilia, I want you. Cécilia, I want you back. » Le colonel Kadhafi appelle à La Lanterne pour que Cécilia Sarkozy revienne et pour lui dire son amour. Non mais c'est dingue. C'est une histoire qui n'a jamais été racontée. Ah, je crois que c'est une histoire qui n'a jamais été racontée, non. En tout cas, comme quoi, Sarko, t'es pas courageux, hein. Moi, j'aurais été lui casser la gueule à Kadhafi. Il lui a cassé la gueule. Excusez-moi, peut-être que l'histoire peut s'expliquer. Oui, Elle a été courageuse aussi. Il se dit que Elle a été dans la mort de courageuse. Kadhafi, les services ont peut-être quelque chose à voir. Donc Sarkozy... Ah oui, tu vois, Là, par contre, ce qu'on apprend, c'est qu'elle n'avait pas de secret pour Revenons. son mari, puisqu'elle met le haut-parleur. donc. Juste un mot quand même. Moi, je suis estomaquée en fait du courage de cette femme quand même, parce que Moi aussi, c'est seule avec Kadhafi, mon Dieu. Et elle ne l'a jamais une raconté scène non plus. saisissante. Ah ouais. oui. Et elle n'a jamais raconté. Revenons à La Lanterne et à ce qui nous échappe à La Lanterne. Les petites anecdotes. La baignoire, le lit, pour ceux des premiers ministres qui ont pu passer par La Lanterne, c'est-à-dire Dominique de Villepin, la baignoire est trop petite.
Oui, à la Lanterne, c'est génial, il n'y a pas de douche. Enfin, à la Lanterne, c'est une magnifique demeure, mais c'est pas très luxueux. Oui, hein. c'est Alors, vieillot. les lavabos n'ont pas de mitigeur. Donc, il y a un robinet eau chaude, un robinet eau froide. Je ne sais pas si vous vous souvenez de ça. Les chambres des invités communiquent. Donc, quand on invite quelqu'un à dormir, il faut vraiment qu'ils s'entendent bien, que ce soit la même famille, parce que sinon, vous devez traverser en pyjama la chambre du voisin. Il y a de la moquette par terre, il y a une baignoire et la baignoire n'est pas très grande et donc Dominique de Villepin n'arrivait pas à mettre ses jambes dedans. Et moi, ce que j'adore dans la Lanterne, c'est l'histoire des lits. Parce que les premiers ministres, ils ont des tailles différentes. Il y en a des petits, des grands, des gros, des maigres. Il y en a eu un massif qui était Pierre Mauroy, notamment. Il y a eu Pierre Mauroy, pour lequel on a fait venir un lit spécialement qu'il a fallu monter puis redescendre. Même chose pour Raymond Barre. Et puis après, il semble que les premiers ministres aient eu des calibres un peu plus normés. Et donc, c'est le même lit depuis Pierre Mauroy. Et alors, j'ai beaucoup regretté que les lits ne parlent pas, parce que d'imaginer qu'ils aient été, je ne sais pas, je n'ai pas fait le compte, mais 8-9 premiers ministres et leurs femmes à dormir dans le même lit et que ce lit ne parle pas, c'est regrettable. C'est intéressant, c'est la passion. Seul élément qui m'est échappé. La passion qu'ont les responsables politiques pour les artistes. Vous racontez notamment que Robert De Niro, ça je ne savais pas non plus, est très pote avec Dominique de Villepin. Et donc il s'est retrouvé à la Lanterne, Robert De Niro. Il voulait même acheter, je crois, à un moment donné, des tableaux. C'est ce que vous racontez. De l'épouse de Bruno Le Maire. Oui, alors les premiers ministres, c'est leur résidence. Donc ils y reçoivent leurs cours, ils y reçoivent leurs amis, leurs courtisans. Ils et sont alors, des artistes. Et Dominique de Villepin aime les artistes. Donc Robert De Niro, qui tourne un film pas loin, il vient très souvent. Il vient en costume d'époque. Et pendant qu'il est là, à boire du champagne autour de la piscine, on a Emmanuel Ungaro, le couturier, qui lui fait des abdos et des longueurs dans la piscine. C'est des scènes extraordinaires. Ah oui, c'est le palais des plaisirs et des caprices. C'est Versailles. C'est Non, mais- en fait, mais Versailles, c'est ça, le non, mais chemin à c'est côté, ça. c'est Versailles. C'est ça, c'est qu'on dit souvent notre démocratie monarchique, mais c'est de la monarchie. Il n'y a plus rien de démocrate là-dedans, c'est de la Si, monarchie. parce que ce qu'est la démocrate, c'est que C'est les que- pouvoirs changent. voilà. Et les premiers ministres ne sont pas les mêmes. Oui. Et les présidents non plus. Oui, mais c'est quand même une monarchie. Moi, je trouve super intéressant le travail qu'a fait Émilie et qu'elle vienne là nous expliquer tout ça. On a l'impression que c'est presque un film, quoi. Je veux dire, c'est un film. que c'est de la. Non, mais ça ressemble plus à de la fiction tellement que ça paraît fou et ahurissant ce qu'on nous raconte. Je veux dire que effectivement, ce régime est un régime de monarchie républicaine qui ne s'assume pas comme tel. Mais là, on nous le prouve encore. Moi, je m'interroge sur une chose quand même. C'est ce travail de journaliste intéressant, fouillé, qui est fait. Pourquoi aucune question de journaliste quand vous êtes face à François Hollande dans des conférences de presse, dans des interviews du 14 juillet? Pourquoi aucune question sur la transparence financière, sur l'opacité à pouvoir y aller, sur les journées du patrimoine? Je vous posais la question hors antenne. Est-ce qu'elle est ouverte? Vous me disiez non, c'est le seul bâtiment qui n'est pas ouvert. Réponse. Et pourquoi on ne pose pas la question au président? En 30 secondes. Tous les bâtiments sont ouverts. La Lanterne n'a jamais été ouverte et c'est l'unique Mais bâtiment pourquoi on de ne la pose pas la République question au française qui n'ait président? jamais été Les ouverte. journalistes, Attention. vous n'avez pas à lui dire des choses de ce type je pour pense qu'à un que moment donné, il nous donne, prochaine il nous donne des réponses transparentes. Parce que Au là, prochain François Hollande, 14 il n'est juillet. plus. Non, mais au prochain On président, va qui poser va la question. profiter de la Non, mais c'est ça. lanterne? Est-ce qu'il va rendre la demeure On au verra. Premier ministre? Écoutez, franchement, Ça pourrait être un engagement de achetez-le, campagne, ça. lisez-le, 150 pages qui fourmillent d'anecdotes et qui sont dans l'histoire de France, l'histoire de la République, la garçonnière de la République, et vous saurez par exemple qui est ce scooteriste à qui qu'on dépanne un soir parce qu'il n'a plus d'essence dans son scooter. C'est un jeune homme qui aura eu un grand destin ensuite en France, mais ça c'est en lisant. Et qui reviendra à la Lanterne. Oui, qui reviendra à l'antenne. Ça, c'est en lisant le livre d'Émilie Lanès que vous le saurez. C'est aux éditions Grasset, La garçonnière de la République. Merci Émilie d'être passée par les GG. Merci à vous.